Et Miss Parkhurst, qui est elle-même une élève de Dewey, de John Dewey, est très attaquée. Et il y a une vraie polémique avec quelqu'un d'autre qui représente aussi une autre branche de la philosophie de Dewey, qui s'appelle William Kilpatrick, et qui, lui, ne défend pas la pédagogie individualisée, mais qui défend ce qu'il appelle la méthode des projets, et qui va critiquer Miss Parkhurst d'une manière extrêmement précise, en disant que l'individualisation, c'est la segmentation, c'est la promotion de l'individualisme, c'est le fait de préférer systématiquement l'écrit à l'oral, c'est le fait de préférer systématiquement un certain type de profil psychologique à d'autres, c'est le fait d'éviter la confrontation du savoir avec la réalité, etc. Et Kilpatrick propose une méthode qu'il appelle déjà la méthode des projets, à partir desquels seulement on engage un travail d'apprentissage. C'est une méthode globale, fédératrice, etc. Et le débat va être un débat d'une grande violence intellectuelle, d'ailleurs, entre les deux disciples de Dewey. Ce débat va se poursuivre. Il va se poursuivre en Europe à partir de 1921 avec la publication d'un livre de Claparède qui s'appelle « L'école sur mesure ». L'école sur mesure, s'il n'y a pas mieux que pédagogie différenciée, j'y reviendrai tout à l'heure. L'école sur mesure va déclencher des polémiques terribles. L'école sur mesure commence par une métaphore de Claparède qui dit, vous savez, quand un élève va chez le cordonnier ou chez le chausseur pour se faire faire une paire de chaussures, on ne lui donne pas son âge, mais on prend la pointure de son pied, alors que quand il va à l'école, on ne regarde pas son niveau ni ses besoins, on le met systématiquement dans la classe dans laquelle il doit être selon des critères artificiels décidés par des autorités académiques. Et il conclut, on ne prend pas pour l'esprit les mêmes égards que l'on prend pour les pieds. Il faudrait bien commencer à s'y mettre et à faire effectivement une école sur mesure. Mais là aussi, la polémique fait rage. Il y a des gens qui expliquent que oui, il faut différencier la pédagogie et il faut même arriver à ce que chaque élève ait une forme de pédagogie à sa mesure. Il y a tout un courant qui se développe à l'époque pour tester initialement les élèves, pour développer les tests. Alors on teste, on fait des tests pour savoir le niveau, les besoins, les profils cognitifs, etc. et j'en passe. Et puis, une fois qu'on a le résultat du test, on propose à l'élève un certain nombre de fiches, ce sont essentiellement des fiches à l'époque, qui permettent de travailler avec et de s'adapter à lui. Cette conception d'ailleurs de l'école sur mesure est combattue par d'autres qui disent bah oui, c'est pas mal, mais ça s'adapte trop aux enfants et donc ça ne les prépare pas à découvrir autre chose que ce qu'ils savent déjà faire ou ce à quoi ils sont déjà habitués. Donc à force de s'adapter aux gens, les gens d'une certaine manière se laissent aller parce qu'on n'est pas assez exigeant avec eux. C'est le débat que je reprends dans le petit livre dont on parlait tout à l'heure, entre ceux qui prônent l'école sur mesure et ceux qui disent que l'élève doit se mesurer à l'école, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'école sur mesure, c'est l'école qui se met à la mesure de l'élève. Ceux qui disent que l'élève doit se mesurer à l'école, doit se mesurer aux exigences scolaires pour progresser et ne pas rester enfermé dans lui-même. Ça, c'est le cadre. C'est le cadre et entre Claparède et Boucher, entre Ferrière et Debesse, tout au long du XXe siècle, ça va se bagarrer autour de ces questions-là d'une manière très forte. Et puis, il y a une sorte d'amnésie pédagogique, tout ça est oublié. Et arrivent les années 80, les années de la rénovation des collèges, les années où il faut faire face à la question de l'hétérogénéité des classes. C'est le moment où moi-même je me trouve pris dans ce débat et je vais me permettre de faire un petit comeback personnel.
parce que vous allez voir à quel point on peut être pris soi-même dans les lieux communs et ne pas vraiment pouvoir s'en dépêtrer au point d'être piégé par son propre discours. 1981, la gauche arrive au pouvoir, Alain Savary est ministre de l'Éducation nationale, on confie à Louis Le Grand la rédaction d'un rapport sur les collèges. Louis Le Grand, à cette occasion, reprend une expression qu'il avait forgée en 1971 à l'INRP sur la base de la notion de psychologie différentielle. Cette expression, c'est l'expression de pédagogie différenciée. Et il dit il faut différencier la pédagogie. Il développe une conception de la différenciation pédagogique qui est très proche de ce que j'appelle le diagnostic a priori et qui est très imprégné d'un courant américain qui est celui de la pédagogie par objectif, qu'on appelle ensuite la pédagogie de la maîtrise, lui-même très imprégné du behaviorisme dont je parlais tout à l'heure. Mais il le fait parce qu'il estime que c'est à ce moment-là ce qui va permettre de gérer ces classes hétérogènes dans des collèges où les élèves sont de moins en moins au même niveau et où pourtant il faut apprendre à les gérer. En 1986, la même année, je publie un ouvrage, un petit livre qui s'appelle « L'école mode d'emploi », avec en sous-titre « Des méthodes actives à la pédagogie différenciée », qui est un petit livre dans lequel je défends l'idée de pédagogie différenciée, mais pas du tout dans le sens de Louis Le Grand. Je défends l'idée de pédagogie différenciée, non pas avec un diagnostic a priori, mais avec ce que j'appelle à l'époque une inventivité régulée, en m'inspirant des travaux de Marc Bru à Toulouse, et en partant de l'idée qu'on ne va pas se mettre à tester individuellement les élèves pour leur proposer à chacun des fiches qui leur correspondent, mais on va plutôt proposer un ensemble méthodologique, une panoplie, on va varier la pédagogie et on va réguler en fonction de la manière dont les élèves vont réagir à ce qu'on leur propose. Et je développe cela. J'ai lu 6 mois plus tôt le manuscrit de Louis Le Grand qui me l'avait envoyé. J'étais en désaccord radical avec la conception que Louis Le Grand avait de la pédagogie différenciée. Ce désaccord, je l'ai tu. Je l'ai tu parce que Louis Le Grand était à l'époque l'objet d'attaques infâmes, qu'il avait été traité de tous les noms par les adversaires de la pédagogie, et que je me suis dit, c'est pas la peine de mettre de la pagaille chez les pédagogues, on a déjà tous les anti-pédagogues contre nous. Alors il y a juste une petite note dans l'école mode d'emploi qui ne peut être véritablement comprise que par les initiés, et donc par très peu de gens à l'époque, qui voient que je me différencie très nettement de Louis Le Grand et qu'en particulier je récuse l'idée d'une pédagogie différenciée qui soit à la fois strictement individuelle, construite à partir d'un diagnostic a priori et fondée sur la pédagogie par objectif et le behaviorisme. Mais ça n'est qu'une petite note à peine discernable dans le livre. Néanmoins, 2 ans plus tard, 1989, Jean-Pierre Le Goff publie un livre qui fait un tabac, qui s'intitule « La barbarie douce », sous-titré « La modernisation aveugle des entreprises et de l'école ». La barbarie douce, modernisation aveugle des entreprises et de l'école. Et où il attaque bille en tête, Le Grand et Mérieux, en expliquant que l'un et l'autre défendent une conception absolument invraisemblable, ultra-libérale, ultra-individuelle, qui est en réalité une conception plus proche du meilleur des mondes d'Huxley que de la société idéale vers laquelle il voudrait se diriger, et ainsi de suite. La modernisation aveugle des entreprises et de l'école, ce serait l'école qui devient un lieu de test permanent et de dressage systématique à partir d'exercices individuels. Voilà.
Le Goff est un sociologue moyennement connu, ça ne m'affecte pas énormément, mais enfin je me dis, c'est bizarre qu'ils nous mettent dans le même sac alors qu'on est sur des positions assez différentes, même assez radicalement différentes. Alors ce qui m'a vraiment beaucoup affecté, c'est qu'un an plus tard, Gilles Deleuze, qui est quand même autre chose, publie un texte remarquable, prophétique à tous égards, qui s'appelle « La société du contrôle », dans laquelle lui aussi nous met dans le même sac, en expliquant que nous sommes en train de nous inscrire dans une société du contrôle, où les individus seront systématiquement niés dans ce qui fait leur capacité d'inventivité pour être orientés, fléchés et finalement dirigés dans une individualisation érigée en système. Pas une individualisation qui intervient à un moment donné comme une étape nécessaire dans un processus d'apprentissage, mais une individualisation érigée en système d'apprentissage. Et Gilles Deleuze explique, vous allez voir, ça va arriver, ça va même peut-être passer par le numérique. Non. Il a là une intuition assez fulgurante. Et il a évidemment raison. J'ai évidemment eu tort. Alors, c'est facile a posteriori, je ne vais pas me battre la coulpe, mais de dire qu'on a eu tort, on aurait mieux fait de ne pas faire l'erreur sur le moment. Mais j'ai évidemment eu tort de ne pas entrer dans le débat scientifique et dans le débat public avec Louis le Grand, que j'estimais et aimais beaucoup, mais avec lequel je n'étais pas d'accord. Et j'ai eu tort de me ranger derrière un syntagme, pédagogie différenciée, sans avoir creusé suffisamment ce que lui mettait derrière et ce que moi je mettais derrière. Et j'ai évidemment eu tort de ne pas me méfier des amalgames que pourraient faire ceux qui nous lisent rapidement ou ne nous lisent pas du tout, qui lisent des comptes rendus de ceux qui nous ont lus, qui eux-mêmes ne nous ont pas très bien lus, etc., etc. D'autant plus que quand je relis aujourd'hui le petit texte de Gilles Deleuze, La société du contrôle, j'y trouve exactement ce que, pour ma part, je dénonce en matière d'individualisation. Il explique qu'érigée en système, l'individualisation consiste à repérer, classer, traiter, détecter, dériver, externaliser. Toute chose que nous voyons se mettre en place de manière assez systématique sous nos yeux dans l'institution scolaire. Toute chose que pour ma part, j'observe, y compris dans mon laboratoire, à travers des travaux que nous faisons actuellement sur précisément l'externalisation en dehors de la classe et de l'école de toutes les formes d'accompagnement, de soutien et d'aide au travail des élèves, qui fait que la classe devient le lieu où l'on évalue pour savoir si les gens ne seraient pas mieux ailleurs. Et par qui il faut qu'ils soient pris en charge, jusqu'à dévitaliser complètement la transmission et le fondement culturel de cette transmission. Gilles Deleuze laisse entendre aussi dans ce texte assez court que derrière l'individualisation, ce qui se tapit, c'est l'hégémonie du paradigme médical. Et il a raison. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui, si ce n'est l'hégémonie du paradigme médical sur la compréhension de l'échec scolaire? C'est ce que nous vivons et ce qui se déploie sous nos yeux. Alors évidemment, à travers le repérage de toutes les formes de dysfonctionnement, mais on pourrait en trouver d'autres, et on va en trouver d'autres. Si on prend une population d'élèves de CM1 ou de CE2, et qu'on leur demande de se repérer sur une carte de géographie et qu'on étalonne les résultats sur la courbe de Gauss, on aura forcément 30% de dysgéographiques. On pourra même créer une profession pour rééduquer les dysgéographiques et les aider à se repérer sur une carte de géographie, puis il y en aura forcément un tiers, puisque c'est
l'étalonnage systématique de tous les statisticiens. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de dyslexie, de dyspraxie, de dysphasie, etc. Tout ceci existe. Et cela existe et doit être traité, en particulier quand cela est vécu en termes de souffrance par celui qui ne peut pas apprendre. Ce que je veux dire, c'est que nous voyons monter un regard sur les difficultés et les échecs scolaires, qui est de plus en plus un regard strictement individuel, qui est lié, et c'est très intéressant, à un dysfonctionnement. Fonctionnement, c'est l'homme-machine, c'est la métrie. La métrie, c'est un penseur qui avait imaginé que l'homme était une espèce de machine, dans laquelle, quand ça ne marchait pas, il suffisait de changer une pièce pour que la machine se remette à marcher à nouveau. Bon, dysfonctionnement, c'est ce paradigme-là, c'est l'idée qu'au fond, quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il y a une pièce cassée, on va la réparer. On est dans un paradigme médico-pharmaceutique, et d'ailleurs, le vocabulaire pharmaceutique a très largement envahi l'école. On parle de remédiation. La remédiation, qu'est-ce que c'est si ce n'est un remède avec un peu de notion en plus, un ion final. Alors, il y avait déjà chez Deleuze ce sentiment que le paradigme médical pourrait devenir un paradigme, et j'emploie un de ces termes volontairement, désagrégateur du collectif de la classe, désagrégateur du collectif enseignant, du collectif apprenant, désagrégateur du collectif en général, désagrégateur du collectif, et du collectif en tant qu'il est le lieu de construction de quelque chose qui dépasse chacun des individus et qui a un enjeu culturel de nature différente que ce qui se joue au sein de chacun d'eux. En réalité, Deleuze avait prévu les évolutions que nous sommes en train de vivre très largement aujourd'hui. Et si j'avais été plus attentif à la question des lieux communs à l'époque, probablement n'aurais-je pas, quoique peut-être je m'illusionne, été aussi violemment attaqué pour avoir promu une vision barbare, pour reprendre ce que dit Le Goff, de la pédagogie. Mais j'ai préféré la fonction unifiante du malentendu à la fonction critique du chercheur. J'ai préféré la solidarité dans un combat qui était largement médiatisé que la rigueur de la démonstration, ou en tout cas, je n'ai traité la question de la rigueur que mezza voce, c'est-à-dire elle ne pouvait être entendue que par un petit nombre d'initiés. Et vous voyez à quel point, à mon avis, j'ai eu tort, et je crois que nous avons été nombreux à avoir tort ensemble, parce qu'à cette époque-là, effectivement, au nom d'une certaine solidarité des pédagogues, on a laissé passer un certain nombre d'approximations sur les rapports de l'enfant au savoir, les rapports de l'enfant à la culture, la notion de droit à la ressemblance et de droit à la différence, sur la notion de projet, sur toute une série de choses comme ça, où on s'est laissé aller à une espèce d'enthousiasme militant, alors qui peut-être a été utile, mais qui, me semble-t-il, a aussi évidemment engendré un certain nombre de difficultés, et dont peut-être nous payons le prix aujourd'hui. C'est pour n'avoir pas été assez clair à l'époque qu'aujourd'hui nous payons au prix fort cette désagrégation de l'institution scolaire au profit d'une juxtaposition d'individus avec ces espèces de fantasmagories. Vous savez, chaque année, la troisième femme de l'émir du Qatar organise ce qu'on appelle le WISE,
qui est une grande cérémonie où se réunissent à Doha tous les informaticiens et tous les gens toqués de pédagogie et d'informatique qui imaginent ce que pourrait être l'école de demain et qui nous préfigurent une école qui a d'ailleurs même été décrite très longuement par le journal Le Monde en début d'année scolaire, qui sera une école où chaque enfant sera devant son clavier et son écran à faire de manière strictement individuelle des exercices qui lui permettent de progresser à sa vitesse en fonction de son profil d'apprentissage et des tests d'aptitude qu'il aura passés avant, tout cela grâce à un serveur général de connaissances qui se trouvera probablement sur les îles Caïmans pour bénéficier de la défiscalisation. Hein? Il y a des gens qui imaginent ça aujourd'hui, hein. Il ne faut pas croire que c'est impossible, parce qu'il y a de tels intérêts financiers derrière les gens qui imaginent ça. Voyez bien que si le Qatar dépense des millions chaque année à organiser une grande conférence sur l'éducation, pour penser l'éducation de demain avec l'ensemble des grands opérateurs du numérique mondial, et si tous ces gens-là y vont, c'est bien parce qu'ils ont des intérêts communs et qu'il y a là une certaine vision de la société, de l'apprentissage et plus globalement de l'humain qu'on peut discuter. Hein? En tout cas, cette école-là, ce n'est pas celle que moi je souhaiterais voir advenir. Donc vous voyez qu'il y a à réfléchir autour des lieux communs. On ne peut probablement pas s'en passer, mais on peut aussi être pris à leur piège, hein, et laisser passer, au nom d'une certaine forme de solidarité, des approximations qui peuvent s'avérer finalement extrêmement dangereuses parce que porteuses de finalités non suffisamment interrogées. Alors je pourrais multiplier les exemples, mais comme je vois que le temps passe, je vais maintenant en arriver plutôt à la troisième partie, à la conclusion. J'avais noté, mais je le ferai à une autre occasion ou par écrit, de tenter de faire le même travail avec vous autour de l'expression « apprendre à apprendre », par exemple. S'il y a bien un lieu commun en pédagogie qui semble faire l'unanimité, ou en tout cas des pédagogues, hein, pas des antipédagogues, c'est bien celle-là. Mais on peut l'interroger, ce lieu commun. D'abord, on peut se demander d'où il vient et où il est apparu la première fois. Ce n'est pas tellement chez les pédagogues, c'est dans l'église de Scientologie. Ça, c'est déjà un peu problématique. Ensuite, on peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce qu'on peut apprendre à apprendre en n'apprenant rien ? C'est pas une question si bête que ça, quand même, hein ? Probablement oui, probablement non. Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour apprendre à apprendre ? Enfin, il y a une multitude de choses là derrière sur lesquelles il faudrait prendre le temps de travailler et de travailler vraiment. Est-ce qu'il y a une méthodologie universelle ? Est-ce qu'il y a une transférabilité absolue d'une discipline à l'autre ? Qu'est-ce que c'est que la compréhension et la construction par l'élève de l'épistémologie de chaque discipline ? Et comment c'est compatible avec un apprendre à apprendre qui serait systématiquement transversal ? Je ne dis pas que j'ai des réponses à tout ça. Je dis simplement qu'il faut se poser ces questions parce que sinon, elles nous reviennent dans la figure. Alors, il y en a encore une multitude de lieux communs. Et si j'avais à faire un espèce de dictionnaire des lieux communs pédagogiques, il serait évidemment peut-être pas plus gros que le dictionnaire de Ferdinand Buisson, mais sans doute presque autant, tellement on pourrait trouver de formules que nous utilisons. Sur nos bulletins trimestriels ou nos carnets de notes, jusqu'aux discussions de la salle des profs et aux discours ministériels, en passant par les émissions de radio et les grands magazines, les lieux communs pédagogiques, nous en faisons vraiment une très très grande consommation. Et il me semble important
d'y travailler. Alors non pas pour... j'en arrive à ma troisième partie que je vais un peu raccourcir pour que nous ayons le temps de débattre, non pas pour décourager Billancourt. Je ne voudrais pas être venu et vous donner le sentiment que j'étais venu renier ce pourquoi je m'étais battu, ou que j'étais venu pour, comment dire, en quelque sorte, créer des problèmes là où il n'y en a pas, ou inquiéter inutilement des jeunes enseignants qui ont besoin d'être rassurés à un moment difficile de leur carrière. Je suis venu au contraire parce que je crois que l'exercice de ce métier demande à la fois deux qualités fondamentales, peut-être contradictoires mais nécessaires l'une et l'autre, qui sont le courage et la lucidité. Dénoncer les lieux communs peut aboutir, c'est vrai, à un certain cynisme ou à un relativisme généralisé. On peut se moquer de tout, hein, et de tous les slogans. Ils sont tous ridicules. L'élève au centre, Dieu sait que ça a été un lieu commun. Dieu sait que c'était une formulation probablement maladroite, mais Dieu sait qu'à un moment, elle a été utile. Donc, bon, dénoncer les lieux communs sans basculer dans le cynisme, ça veut dire avoir un peu de lucidité sur ce qu'on fait, mais sans perdre pour autant ce courage de regarder en face les exigences de l'éducation aujourd'hui, de regarder en face l'évolution de notre système éducatif et de se donner des finalités claires qui ont le pouvoir de ces principes régulateurs que pointe Kant. Donc Kant nous dit l'importance, principes régulateurs qui n'ont pas la valeur de ces principes constitutifs qui disent la vérité, mais qui permettent de se diriger dans l'action. Alors, dans cette troisième partie, je voudrais juste énoncer trois principes régulateurs auxquels je tiens particulièrement, en trois verbes, qui, une fois qu'on a dépouillé un peu les lieux communs de leur fatras idéologique, une fois qu'on a débusqué les contradictions, restent comme des pépites, hein, un peu au fond du tamis. Trois verbes. Trois verbes qui me paraissent fonder notre engagement collectif aujourd'hui: surseoir, symboliser, coopérer. Je crois qu'un des problèmes majeurs de notre modernité, c'est la difficulté pour nos élèves d'accéder à la pensée. Je dis la pensée dans une société très largement dominée par ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Pulsionnel. Nous vivons en effet une époque assez étonnante. Nous vivons une époque de mutation anthropologique forte sur le statut de l'enfant, qui prend un pouvoir considérable sur l'adulte, puisque l'adulte veut être aimé par l'enfant au point d'être capable de faire beaucoup de sacrifices pour obtenir son amour. Et nous vivons une sorte de régression collective à l'infantile dans l'enfance, c'est-à-dire au caprice, hein, et au pulsionnel dans l'enfant, qui est bien autre chose que cela. Cette régression au pulsionnel est très largement instrumentalisée par la machinerie publicitaire et médiatique qui invite tous nos élèves au tout de suite, immédiatement et sans délai. À la pulsion qui se réalise tout de suite et qui nous renvoie à l'électroencéphalogramme plat. Il ne faut pas confondre la pulsion et le désir, hein. Ce qui caractérise une pulsion, c'est pulsion, réalisation, retour à zéro.
Ce qui caractérise le désir, c'est que, une fois réalisé, il n'est pas aboli. Par exemple, le désir de savoir n'est pas aboli par le fait de savoir. Au contraire, en sachant, on désire encore plus savoir. C'est le fameux vers de René Char qui définit le poème en disant « Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir ». L'homme, ce qui le caractérise, c'est du désir qui demeure désir, pas de la pulsion. La pulsion, c'est la pulsion consommatoire, c'est la pulsion de possession, c'est la pulsion de la régression infantile au caprice de l'égocentrisme initial ou du narcissisme enfantin. La domination de la pulsion fait que la pensée se trouve en quelque sorte écrasée chez un certain nombre de nos élèves par la réalisation immédiate de la pulsion. Et vous avez des enfants, vous les avez dans vos classes, vous les connaissez, qui sont dans ce que les psychanalystes appellent le passage à l'acte permanent. Ça m'énerve, je me lève, je crie, je prends l'autre au collet, je le secoue, je fais des tas de trucs, je m'ennuie, je le dis et sans détour, ou j'ai un problème, je me lève, je fais n'importe quoi. Et ce passage à l'acte-là, nous avons du mal à le gérer. De même que nous avons du mal à gérer la diminution réelle, mesurable, des capacités d'attention de nos élèves. L'attention diminue, le temps d'attention diminue, et surtout les structures d'attention collective diminuent, parce que l'attention n'est pas d'abord un phénomène individuel, l'attention est construite collectivement, c'est le collectif qui nous dit à quoi nous devons faire attention, et c'est par le collectif que nous construisons notre attention individuelle. Or, vous voyez bien dans les classes que les élèves ne sont plus attentifs à ce que vous leur dites. Ils sont pris entre des phases de surattention. Qu'est-ce que c'est la surattention? C'est le joystick, c'est le jeu vidéo. C'est le moment où vous êtes là, scotché à l'écran, et plus rien n'existe autour de vous. Le monde peut s'effondrer. Vous êtes avec votre joystick devant votre écran, là, et tout le reste a été aboli. On est dans la surattention. Et vous passez, vos élèves, ils passent de la surattention à la sous-attention, c'est-à-dire à une espèce d'inattention permanente, une espèce de flottement permanent, où ils attrapent un mot ici, une expression par là, ils agrègent tout ça, tout en faisant autre chose et en gérant simultanément une multitude de problèmes qui font que vous avez du mal, que vous vous transformez en locomotive, chut, 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 ou que vous pratiquez ce que moi-même j'ai pratiqué quand j'ai repris une classe de CM2 après d'avoir quitté l'IUFM de l'Académie de Lyon et que je me suis retrouvé à courir entre les tables, et j'avais appelé ça à l'époque la pédagogie du garçon de café, c'est-à-dire celui qui va d'une table à l'autre, incapable de construire une attention collective forte, quoi. Et cette dispersion, cette inattention généralisée, cette accélération permanente, cette gestion du temps comme s'il était à notre disposition grâce à une télécommande qui serait greffée à notre cerveau. J'avais écrit il y a quelques années un article sur la télécommande, j'avais appelé le phallus high-tech, évidemment en raison de sa forme, en raison surtout de sa fonction, parce que la télécommande vous permet de faire taire n'importe qui, n'importe quand, en quelques dixièmes de seconde, et de donner la parole, c'est-à-dire vous avez une toute-puissance sur le monde, bien sûr, grâce à la télécommande, qui fait que ça vous donne le sentiment que vous pouvez tout faire, que tout est entre vos mains. Alors nous avons des élèves qui sont, pour une part, dans cette situation-là. Alors je dis pour une part, parce qu'il y a une partie de nos élèves qui, eux, ont un environnement familial qui va compenser de cela. Ils vont avoir des enfants
des parents qui parlent avec eux, qui discutent régulièrement, qui leur lisent des histoires, qui reformulent, qui expliquent, qui font avec des recettes de cuisine, du bricolage, du jardinage, et qui apprennent avec eux un certain nombre de choses, que par exemple, c'est pas en criant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite, etc., etc., etc. Chose que tous les enfants ne savent pas spontanément d'ailleurs, hein. Il faut avoir vécu et appris, avoir découvert dans son histoire. Alors, parce que nous avons dans nos classes une partie de nos élèves qui sont dans ce que Bernard Stiegler appelle le mouvement de destruction systématique de l'appareil psychique juvénile, il n'y va pas de main morte, il parle de destruction systématique de l'appareil psychique juvénile à travers un certain nombre d'outils, je pense qu'il nous faut prendre la mesure de cela. Et contre la pulsion, réhabiliter le désir et la pensée. Alors, attendez-moi bien, hein, la pulsion, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, vous avez tous des pulsions de meurtre. Les psychanalystes vous disent, si nous n'avons pas des pulsions de meurtre, c'est que nous sommes anormaux. Hein. Nous devons tous avoir envie de tuer notre père, notre mère, notre sœur, notre tante, notre voisin, notre voisine, notre directeur, tout ce que vous voulez. Donc la pulsion de meurtre n'est pas interdite par la loi. On ne peut pas d'ailleurs interdire la pulsion de meurtre. Mais on peut interdire le meurtre. D'accord, jusque-là c'est relativement simple. Donc il faut qu'entre la pulsion de meurtre et le meurtre, il y ait quelque chose. Alors moi je ne sais pas quelle est votre obédience spirituelle, puis je suis un vrai laïc, donc vous pouvez appeler ça l'âme, la conscience, la pensée, la raison, l'intelligence, tout ce que vous voulez, le jugement. Moi j'appelle ça une boîte noire. Il faut qu'entre la pulsion et l'acte, on installe, et c'est ça notre travail, la pensée. On installe la pensée. Et c'est la raison pour laquelle les trois verbes que je vous propose de garder à la suite de cette petite promenade pédagogique de fin d'après-midi, c'est surseoir, symboliser, coopérer. Surseoir d'abord. Surseoir, ça ne veut pas dire dire non, ça ne veut pas dire non plus dire oui. Nous sommes passés dans la psychologie de bazar qui nous envahit et les ouvrages de développement personnel qui envahissent les rayons des librairies, d'une pédagogie à la Dolto mal comprise, qui disait qu'il ne fallait jamais dire non aux enfants, à une pédagogie à la Naouri qui nous dit qu'il faut toujours dire non aux enfants. Dans les deux cas, ça ne produit rien. Dire toujours oui aux enfants, c'est les laisser dans le caprice. Dire toujours non aux enfants, c'est leur permettre d'aller faire leur caprice derrière notre dos. Bon. Donc ça ne change pas fondamentalement le résultat. Ce que nous apprennent les pédagogues, et en particulier un que je cite souvent, que j'aime beaucoup, et qui est Kortchak, c'est que l'attitude éducative, c'est dire ni oui ni non. C'est dire non, pas tout de suite. Ce qui n'a rien à voir avec oui, qui n'a rien à voir avec non, qui dit non, pas tout de suite. Non, on y réfléchit. Non, on y pense. Non, on en discute ensemble. Non, tu vas prendre du temps. Un peu de silence, un peu d'écriture, un peu de réflexion, un peu de nourriture à travers des textes, à travers des livres. Non, tu vas te nourrir de quelque chose que je vais t'apporter pour pouvoir précisément réfléchir à ce que tu dois faire et décider de ce que tu feras, non pas sous le coup de la pulsion, mais en ayant forgé ton désir et ta volonté. Le sursis est compliqué. Il est compliqué parce qu'en classe, nous fuyons le silence, on a peur du silence. Alors on parle tout le temps, on remplit le temps. Parce qu'on réagit tout de suite, nous aussi, trop vite. Et parce que, face à des élèves qui sont dans la pulsion, nous avons tendance à être nous-mêmes pulsion contre pulsion. Alors que notre travail, c'est justement de construire les dispositifs qui permettent de surseoir à la pulsion. Kortchak avait des idées fabuleuses là-dessus, hein, quand il dit à ses gamins qui se bagarraient tout le temps dans l'orphelinat de Varsovie en 1915, là, je ne peux pas vous interdire de vous battre parce que ça ne sert à rien, mais enfin, je vais édicter une règle. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut taper sur n'importe qui, n'importe quand, comme il veut et autant de fois qu'il veut, mais à une condition,
c'est de l'avoir prévenu par écrit 24 heures à l'avance. Ce qui évidemment peut apparaître anecdotique, mais ce qui est extrêmement exigeant. Ça veut dire donner une chance à la pensée, au dialogue, à l'intelligence. Et pendant ce temps-là, les 24 heures, on ne fait pas qu'attendre, on nourrit. C'est-à-dire qu'on apporte de quoi réfléchir. Hein, n'oubliez jamais que dans la première édition du Littré, qui date, je crois, si mes souvenirs sont bons, de 1623, à côté de éducation, vous avez mot nouveau qui vient d'apparaître, se dit pour nourrissage. Il y a dans l'éducation non pas tout de suite, mais non pas tout de suite, et je ne vais pas te laisser te débrouiller tout seul pendant ce temps. Je vais t'aider à penser et à réfléchir. Je vais t'apporter de la nourriture. Et la culture est là pour précisément apporter cette nourriture. Sursoir, symboliser, évidemment symboliser. Symbolisme, il apparaît très tôt, hein, Piaget, vous connaissez tous, hein, la balle qui part sous le canapé, là, et puis que l'enfant pense qu'elle n'existe plus parce qu'il ne la voit plus. Il n'a pas construit ce que Piaget appelle la permanence de l'objet, c'est-à-dire il pense que quand il ne voit pas quelque chose ou quelqu'un, ce quelque chose ou ce quelqu'un n'existe plus. D'ailleurs, c'est un bon critère pour savoir si vous avez vraiment beaucoup d'amis. Vous vous dites combien d'entre eux ont construit avec vous la permanence de l'objet. Vous allez voir, c'est assez discriminant. Hein, c'est assez discriminant. Et progressivement, l'enfant, il va comprendre que quand il ne voit plus la balle, elle continue à exister et qu'il peut cela représenter dans sa tête. C'est quelque chose de fondamental, ça. Je peux la représenter et je peux même la manipuler dans ma tête. Je peux la voir et je peux même anticiper ce que je vais en faire. Demain, je vais lui faire un tour de ceci. Demain, je vais la jeter là. Alors, vous vous rendez compte ce que ça représente, la possibilité de faire dans sa tête des choses? C'est absolument fabuleux. C'est l'entrée, la première entrée dans le symbolique qui va se poursuivre, bien sûr, par l'entrée dans le langage articulé, par l'entrée dans le langage élaboré, et qui va se poursuivre ensuite par l'entrée dans la culture, dans le récit des contes et légendes qu'on va lui raconter, mais le récit scientifique aussi, des découvertes qui ont permis l'émancipation des hommes, le récit sous toutes ses formes, qui est ce qui permet précisément de donner forme à l'esprit. Il y a un très beau titre de Jérôme Brunner qui dit « La culture donne forme à l'esprit grâce aux récits que nous leur racontons en sciences ou en littérature. Nos élèves voient progressivement leur chaos psychique prendre forme et de ce chaos psychique émergent parfois des volontés et des personnalités que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas évidemment anticiper, mais que nous contribuons à permettre d'émerger par notre travail sur le symbolique. Sursoir, symboliser, c'est très important. Le symbolisme, c'est le contraire de... Comment dire? C'est le contraire du tout voir, de l'obscénité. Quand tout est vu, il n'y a plus rien à penser. Pour penser, il faut qu'une partie soit cachée. C'est pour ça que la télé-réalité est un des paradigmes de l'obscénité. Parce que tout y est vu. Hein? C'est pas... Il y a une vraie différence entre Koh-Lanta et le no japonais. Enfin, dans le no japonais, vous bougez un doigt comme ça et ça signifie l'orage. Et normalement, tout le monde voit dans sa tête les toits des maisons emportés par l'orage, alors que vous n'avez bougé qu'un petit doigt ou que vous n'avez fait qu'un petit bruit avec une baguette sur une cymbale, parce qu'on est dans l'économie des effets. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, et nos élèves ne sont pas dans l'économie des effets, ils sont dans la surenchère des effets au détriment de la pensée. Et ils sont scotchés par cette surenchère des effets, ce qui, bien évidemment, leur interdit, entre guillemets, de penser. Alors, j'ai dit sursoir, symboliser, coopérer, et ça me paraît aujourd'hui absolument fondamental,
en particulier contre cette individualisation individualiste que j'ai évoquée tout à l'heure. Coopérer, c'est être capable d'apprendre de l'autre, mais pas d'apprendre de l'autre n'importe quoi, n'importe comment. C'est d'apprendre de l'autre par l'exigence qu'il incarne à mon égard et que j'incarne à son égard. La coopération, ce n'est pas la division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Hein? Division du travail qui se pratique habituellement dans les classes. Vous mettez 5 élèves à faire un panneau sur un pays d'Afrique ou un insecte, et il y a un concepteur, un exécutant, un chômeur et un gêneur. Voilà. Ça, c'est pas la coopération. Hein? Si vous voulez qu'il y ait de la coopération, il faut que vous travaillez avec eux sur la répartition des tâches, sur la rotation des rôles, sur la place que chacun occupe dans le groupe, sur le type d'interrogation qu'il apporte à l'égard de l'autre, etc. Et tout ça est très exigeant. Parce que la vraie coopération, elle est dans l'exigence réciproque que les hommes ont, les humains ont les uns par rapport aux autres, et elle est dans l'articulation sans cesse à refonder de la responsabilité et de l'autorité. Responsabilité qui fonde l'autorité légitime. Un enfant de 3 ans peut avoir autorité sur le bocal à poisson rouge. Hein. S'il est responsable du bocal à poisson rouge, il peut dire à ses copains, à ses copines, je t'interdis de mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge. Et il a la légitimité et l'autorité pour le faire, parce qu'il le fait non pas parce qu'il est plus fort, il le fait parce qu'il est responsable d'eux et que sa responsabilité lui confère une autorité sûre. Et qu'est-ce qu'une démocratie? Qu'est-ce qu'un monde non théocratique, non fondé sur les rapports de force ou sur des puissances surnaturelles? C'est un monde dans lequel les seules autorités qui s'expriment sont fondées sur les responsabilités que l'on a et que l'on assume au service du collectif. Nous n'avons d'autorité qu'en tant que, pas en tant que monsieur machin, en tant que responsable d'eux. C'est la seule véritable autorité qui permet de coopérer, et c'est celle que nous devons apprendre à nos élèves, parce que c'est celle qui permet d'espérer de faire d'eux des citoyens, et de véritables citoyens au quotidien. Alors je vais m'arrêter là dans ce propos qui est déjà beaucoup trop long, pour vous dire que j'ai probablement tenté de vous dire trop de choses en trop peu de temps, et que comme toujours, ça se télescope un peu, mais en même temps, je voulais maintenir ce double mouvement, ce mouvement critique d'un côté et ce mouvement constructif et positif de l'autre. Parce que je crois que nous avons besoin de ce double mouvement et que nous ne pouvons pas probablement nous passer de lieux communs. Peut-être que les 3 que je viens d'énoncer sur soir, symboliser, coopérer, sont des lieux communs acceptables aujourd'hui. Peut-être demain, faudra-t-il les critiquer et les réexaminer, comme je l'ai fait pour la notion de compétence. Mais nous sommes dans ce métier parce que, fondamentalement, nous sommes mus par le désir de comprendre, de faire partager notre plaisir de comprendre, et que nous sommes même capables de transformer, et ça c'est le nec plus ultra du métier, les difficultés que nos élèves ont à comprendre en bonheur de chercher des solutions pour leur permettre de comprendre. Hein? Quand on est là, quand on est à ce cœur-là, à ce noyau-là, on est vraiment dans le noyau mythologique du métier. On est vraiment dans ce foyer fondateur. Les difficultés même de mes élèves sont un vrai bonheur, ça me permet d'inventer de nouvelles solutions. Voilà. Merci, on va passer à quelques minutes de débat autour de ces questions.